18h15 à Paris, bienvenue et merci de nous rejoindre dans le grand rendez-vous. La Tunisie n'a plus de Premier ministre ni de Parlement. Dimanche dernier, jour de la fête nationale, le président Kais Saied s'est octroyé les pleins pouvoirs exécutifs après avoir décidé de suspendre les activités du Parlement pour 30 jours et de limoger son Premier ministre, Hichem Mechichi. Il a ensuite démis les ministres de la Défense et de la fonction publique. Elle assurait également les fonctions de ministre par intérim au ministère de la Justice et elle est également porte-parole du gouvernement. Si le chef du gouvernement a pris acte de son limogeage et promis de transmettre le pouvoir pacifiquement à son successeur qui sera nommé, eh bien, Rached Ghannouchi, président d'Ennahda, parti majoritaire à l'Assemblée nationale, a lui dénoncé un coup d'État et indiqué que ses partisans et le peuple tunisien vont défendre la révolution. Dans ces conditions, s'achemine-t-on vers une nouvelle période d'incertitude en Tunisie? Les mesures décidées par le président Kais Saied vont-elles accentuer ou au contraire aider à résoudre la crise politique en Tunisie? Nous en débattons ce soir avec trois invités et nous retrouvons à Tunis Mohamed Khalil Djelassi. Bonsoir Monsieur Djelassi. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste au quotidien francophone La Presse à Tunis. Et avec nous ici en France, Mohamed Larbi Awad. Bonsoir. Bonsoir. Docteur Awad. Voilà, Awad. Voilà, je vais essayer de bien prononcer votre nom et pardon de l'avoir écorché. Vous êtes donc docteur d'État en études stratégiques des relations internationales et auteur du livre Habib Bourguiba, le combattant suprême. Et également avec nous à Paris, Hatem Nafti. Bonsoir. Bonsoir. Essayiste, auteur de La Révolution à la Restauration, où va la Tunisie? Je vais commencer avec notre confrère qui est à Tunis, la capitale. Qu'est-ce qui a déclenché, Monsieur Djelassi, cette nouvelle phase dans la longue crise politique que connaît la Tunisie? En fait, il faut revenir sur ce qui se passe en Tunisie. Pour comprendre ce qui se passe, il faut revenir peut-être 2 ans en arrière. Il y a un blocage politique carrément qui oppose les 3 présidences, notamment le président de la République au chef du gouvernement qu'il a lui-même nommé il y a presque un an. Donc il y a un blocage sur tous les niveaux qui a été accentué par la crise économique et sanitaire. La branche législative est aussi paralysée par les problèmes, paralysée par les conflits, parce que sa composition est conflictuelle. On n'a pas parvenu à un accord. Donc pratiquement toutes les plénières ont été perturbées par les problèmes, c'était des scènes chaotiques carrément qui ont été transmises directement sur nos écrans. Donc il y a une divergence extrême entre les 3 présidents, c'est ce qui a accentué cette crise politique en Tunisie, et c'est ce qui explique en partie la décision ou le passage en force opéré par le président de la République. Ça, c'est peut-être les causes lointaines, puisque la crise couvre quand même depuis des années. Le président Saied avait nommé le Premier ministre qui s'est finalement rapproché du président de l'Assemblée nationale ou de Ennahda. Mais on parle surtout de la mauvaise gestion, ou on parle aussi peut-être de la mauvaise gestion de la crise sanitaire qui a été l'élément déclencheur de cette nouvelle étape dans la crise politique en Tunisie. Il y a aussi une crise sociale et économique qui fait que plusieurs familles, plusieurs catégories sociales se sont appauvries, notamment cette dernière période. Je reviens sur dimanche, sur ce qui s'est passé dimanche. Il y avait des appels massifs à manifester le jour de la République en Tunisie, au 7 juillet dernier. Il y avait des manifestants partout qui sont descendus dans la rue pour appeler carrément à la dissolution du Parlement et aussi à la chute du gouvernement Mechichi. Le fait marquant, c'est que les jeunes, les protestataires surtout, se sont attaqués au siège aux locaux du parti Ennahda, notamment dans le sud du pays, qui a été saccagé et carrément brûlé. Donc il y avait une journée très très perturbée qui a fini par une annonce présidentielle qui est tombée brusquement en Tunisie. Monsieur Djelassi, comme vous êtes sur place, on va avoir les dernières informations sur la température dans le pays. Hier, il y avait des heurts entre partisans et opposants du président Saied et du président d'Ennahda. Quelle est la situation, en quelques mots, à l'heure actuelle?
En fait, la situation politique et sociale reste précaire, hautement précaire aujourd'hui en Tunisie, dans la mesure où le président de la République semble aller jusqu'au bout dans sa manœuvre politique. Sur terrain, on parle sur terrain, ce qui se passe dans les rues. En fait, la situation sociale observe un calme et une vie, actuellement un calme précaire, mais la vie est revenue à la normale. Surtout que le président de la République a décrété 2 jours de gel carrément de l'activité, du fonctionnement des administrations publiques, des établissements publics et tout. Donc aujourd'hui, c'est un calme précaire, mais la vie reprend normalement. Merci, Monsieur Djilassi. Et la ligne n'est pas très claire avec Tunis. Donc, on ne vous entend pas très bien. Nous nous en excusons auprès de nos auditeurs. Docteur Awad, on parlait tout à l'heure, on écoutait M. Djilassi dire qu'il y a eu des manifestations. On a vu des rassemblements, des manifestations de joie dimanche soir dans certaines localités à l'annonce des mesures du président. Est-ce que tout cela traduit vraiment une réelle adhésion des populations à ces décisions du président Saïed? Était en attente depuis longtemps. Ça fait déjà 11 ans que la situation tunisienne se dégrade de mois en mois, jour par jour. Et la situation est devenue catastrophique avec l'épidémie. Donc, une corruption. La situation économique de la Tunisie s'est dégradée, le phosphate ne s'exporte plus, le tourisme est fermé. Oui, on connaît un peu la situation, parler du contexte général de mécontentement avec l'aggravation de la crise économique et sanitaire. Oui, mais donc pour vous, si les populations, quand elles manifestaient, pour vous, est-ce que cela traduit pour autant que en majorité les Tunisiens sont d'accord avec la façon dont le président a procédé dimanche dernier? Non seulement ils sont d'accord, ils attendaient ça. Chaque jour, ils demandaient au président de jouer son rôle de président. Il y a une constitution, il y a l'article 80 qui lui permet de mettre fin à cette tragédie. C'est une véritable tragédie en Tunisie. Ce n'est pas de la rigolade. Lorsqu'on trouve des morts chaque jour des morts. Les hôpitaux sont saturés. Il va falloir que l'armée, la santé de l'armée entre en jeu pour réduire le nombre des morts, réduire la situation. C'était vraiment le secours. Donc la population est vraiment en joie parce que on est arrivé à un point zéro. Donc c'est catastrophique. Et c'est pour ça que l'article 80 peut servir. L'article 80 ne peut servir qu'en cas vraiment de majeur. C'est-à-dire que il y a plus de possibilités. Il y a plus de raisons d'attendre. Merci. C'est pourquoi il a joué le rôle de président. Merci, docteur Awad. Atem Nafti, vous êtes d'accord, monsieur Nafti, sur ce que vient de dire le docteur Awad, sur le fait que la population attendait cette mesure? Alors, je suis globalement d'accord, mais je me permets quand même de relativiser. C'est-à-dire que quand on dit la population, on ne sait pas, il n'y a pas de mesures qui nous permettent de dire... Pas de référendum, tout à fait. Même pas un sondage d'opinion, vous voyez. Donc, mais effectivement, le mécontentement était palpable. Il y a eu pas mal de mouvements sociaux depuis le début de l'année. Et il y a souvent cet appel à dissoudre l'Assemblée. Bon, là actuellement, on n'a pas dissous l'Assemblée. Elle a été suspendue pour 30 jours. Elle a été suspendue. Alors l'article 80, a priori, ne permet pas ça parce qu'il dit dans le texte, il dit aussi que le Parlement doit rester. Il dit clairement que le Parlement doit siéger de manière permanente pendant toute sa durée. Donc on a quand même eu un coup de force par rapport à ça. Mais on ne sait pas si les gens... Il y a eu des scènes de liesse sur tout le pays, donc oui, il y a eu une explosion de joie.
personnellement, je ne saurais pas quantifier le pourcentage des personnes pour savoir si c'est une majorité ou peut-être même une majorité écrasante. Je me garderai de faire de telles affirmations. D'autant plus qu'on a aussi vu les partisans d'Enarda manifester devant le Parlement, absolument. Devant lequel se trouvait hier le président d'Enarda. Mais ils étaient clairement plus minoritaires. Pour le coup, ça on peut l'estimer. C'est-à-dire les journalistes sur place disaient à chaque fois que les partisans de Enarda étaient largement minoritaires par rapport au camp d'en face. En revanche, ce qu'on sait, ce que mesurent les sondages d'opinion depuis très longtemps, c'est que la confiance en les partis politiques et en l'Assemblée nationale, l'Assemblée des représentants du peuple, est très faible. Et donc, le président de la République, bien que sachant, parce qu'il est prof de droit constitutionnel à la base, bien que sachant qu'il n'appliquait pas exactement l'esprit de l'article 80, qui a une philosophie claire, c'est il y a un péril imminent mettant en jeu la vie de la nation. Je pense que là, tout le monde est d'accord qu'on est dans ce péril imminent. Mais l'idée, c'est qu'au contraire, c'est que le président, le gouvernement et l'Assemblée fassent bloc. Or, malheureusement, dans la vraie vie, on va dire, on était dans, comme l'a expliqué le premier intervenant, on était dans un état qui est totalement éclaté. C'est-à-dire que le président de la République a sa République, si vous voulez, le président du gouvernement a la même chose, et le président du Parlement. Donc, on avait trois États dans l'État, ce qui n'était pas tenable, et donc ce qui explique le coup de force du président. Après, pour l'instant, effectivement, on sent sur les réseaux sociaux, on voit sur les manifestations, tout le monde a vu les salles de liesse de dimanche, il y a une partie importante de la population qui, pour l'instant, soutient. La quantifier, moi, je ne saurais pas dire. Merci beaucoup. On va marquer une pause et on se retrouvera pour voir quelle sera maintenant la suite de cette crise après donc les décisions du président Saïed dimanche. Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio. Et nous parlons ce soir de l'avenir politique de la Tunisie après la décision du président dimanche de suspendre l'Assemblée nationale pour 30 jours et de limoger le Premier ministre. Est-ce qu'on va s'acheminer vers une crise sans fin en Tunisie? Et nous en parlons avec nos invités. Hatem Nafti, essayiste, auteur de La Révolution à la Restauration, où va la Tunisie, Dr Mohamed Larbi, docteur d'État en études stratégiques des relations internationales, et à Tunis, le journaliste Mohamed Khalil Jelassi, qui travaille pour le quotidien francophone, la presse à Tunis. Alors, monsieur Jelassi, la crise est donc là. Qu'est-ce qui va se passer? On voit le Premier ministre qui semble être dans une attitude d'apaisement. Il a reconnu et il a accepté son limogeage et promis de transmettre au pouvoir à son successeur qui sera désigné, alors que Enarda semble choisir la confrontation. Quelle est votre analyse aujourd'hui de la suite que va prendre cette crise? Est-ce que vous m'entendez mieux là? Oui, monsieur Jelassi, on vous entend. D'accord. Et j'espère que ça va se faire. En fait, le président de la République semble réussir son passage en force sur 3 niveaux. Un niveau populaire, parce que vous avez vu certainement les scènes de l'Est. C'est une décision populaire qui a eu lieu dimanche dernier. Sur un plan politique aussi, plusieurs partis commencent à soutenir sa démarche. De même que le principal syndicat. Voilà. Exactement, la centrale syndicale, l'UGTT, l'Union générale tunisienne du travail, qui a annoncé à demi-mot son appui à l'initiative du président de la République. Il y a seulement le parti Ennahda, qui est le parti islamiste, qui s'oppose à cette démarche. Mais tous ces partis qui ont soutenu le président de la République, c'est un soutien conditionnel, à moins que le président de la République ne présente des garanties constitutionnelles pour la poursuite de cette démarche. Qu'on ne sait pas exactement vers où ça va dégouffer. Le troisième niveau, c'est un niveau diplomatique. Aussi, le président de la République semble gagner cet aspect diplomatique, puisque aucun pays, jusqu'à maintenant, n'a choisi de qualifier ce qui se passe en Tunisie comme un coup d'État, excepté la Turquie. On sait certainement pourquoi les raisons. Même la France. La Turquie qui est supposée proche de Enarda. Voilà, proche des frères musulmans, c'est une branche islamiste en fait.
auquel appartient Ennahda. Donc même la France, elle a dit suivre ce qui se passe en Tunisie de tout près. Donc l'Union européenne, l'Union africaine, le président de la République semble réussir cette démarche, ce processus. Mais aujourd'hui, tous les protagonistes politiques appellent même Ennahda, qui s'est opposé au début de cette démarche, appelle au président de la République à présenter une feuille de route applicable pour la poursuite de ce processus. Donc on ne sait pas ce qui va se passer. On attend dans les prochaines 48 heures la désignation d'un nouveau chef de gouvernement pour assurer la passation de pouvoir, comme vous l'avez mentionné. Le chef de gouvernement, le Premier ministre, a choisi d'épargner au pays un nouveau voyage, donc il a accepté de faire la passation du pouvoir. Donc franchement, on ne sait pas, on attend les nouveaux décrets présidentiels qui vont suivre dans les prochaines heures. Et parlant justement de réaction, vous avez mentionné celle de la France, les États-Unis, qui appellent au retour à l'ordre constitutionnel. Il y a aussi la réaction du président de l'Union, la Commission de l'Union africaine, vous l'avez mentionné, Khalil Djelassi, qui dit suivre avec attention la situation, et Moussa Faki Mahamat, qui a également annoncé avoir eu un entretien téléphonique avec le ministre tunisien des Affaires étrangères sur cette crise. Est-ce que vous, docteur Awad, vous avez aussi des sérieuses inquiétudes sur la suite, même si Mohamed semblait dire que pour l'instant, le président Saïed semble avoir réussi son pari, mais on peut aussi se demander pour combien de temps? Est-ce que cela va durer, cette adhésion qu'on semble observer, va-t-elle durer? Il faut rappeler une chose, c'est que le président de la République en Tunisie est élu à 72%. 72%, c'est pas rien. Et il est élu au suffrage universel, direct. Donc, 72%, ce n'est pas rien. Il a la confiance surtout de la... Mais avec la crise politique, sa popularité s'est-elle pas un peu érodée avec la longue crise politique? Non, c'était vraiment un serpent de mer. C'est-à-dire que parfois, il demandait qu'il agisse. C'est ça que la population souhaitait, que le président va agir. Mais en tout cas, il a reçu les syndicats, il a reçu l'UJTT, il a reçu le syndicat national des journalistes tunisiens, il a reçu l'AICA, la Haute Autorité indépendante de la communication audiovisuelle, il a reçu pas mal de la vie associative. Donc il ne travaille pas tout seul. Il n'est pas vraiment un monsieur ce n'est pas vraiment une dictature comme prétend l'ancien président de la République, Marzouki. Ouais. Non, ce n'est pas vraiment il est tout à fait dans la légalité. Il est tout à fait. Oui, mais donc vous pensez. Mais bon, pour l'instant, il doit vraiment agir avec une diplomatie économique, avec une diplomatie pour la santé publique. Le travail n'est pas mince. Il faut vraiment faire un travail avec une feuille de route bien garnie. Et je pense que les pays amis, que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Allemagne, que ce soit l'Europe d'une manière générale, vont soutenir la Tunisie pour sortir de cet engrenage. Merci. Mais soyez certaines que la situation aujourd'hui est meilleure que 11 ans passés. Merci, Dr Awad. Monsieur Nafti, vous allez réagir dans quelques instants, ce que je souhaite, sur ce que vaut Ennahda sans Mechichi, qu'il semblait avoir retourné. Mais dites-moi, Ennahda a demandé que le Parlement soit rétabli et que le Parlement soit rétabli, que le président revienne sur ses décisions. Est-ce que cela est envisageable? Alors, je peux vous faire une réponse en disant que tout est envisageable, mais en tout cas, c'est très peu probable.
de toutes les façons, le Parlement allait de toutes les façons entrer en vacances parlementaires à la fin de la semaine. Et normalement, ne devrait reprendre qu'en octobre. Donc, on ne parle pas quand même d'un truc énorme. Cette décision a été motivée par, encore une fois, que j'estime pour ma part pas totalement constitutionnelle, mais cette décision n'avait pas tant pour but que le gouvernement ne légifère pas. Non. Le problème, c'est qu'on a un gros souci avec un certain nombre de députés qui sont hors la loi et qui profitent de l'immunité que leur confère leur statut de parlementaire pour faire ce qu'ils veulent. On a vu des députés frapper leurs collègues. On a vu des députés... Il y avait de vraies empoignades quasiment permanentes à l'Assemblée nationale. On va dire que ce n'est ni le premier ni le dernier Parlement, mais on a vu pire que ça. On a vu des députés aller à l'aéroport et mettre en danger la sécurité de l'aéroport de Tunis-Carthage, donc le principal point d'accès du territoire tunisien. On a vu des choses. Il y a plein de députés qui sont soit déjà condamnés, soit qui ont des avis de recherche et qui jouissent d'une immunité parlementaire pour ne pas être poursuivis. Donc, je pense que le but de cette manœuvre, c'était surtout ça. C'est pas gagner une semaine sur la vie du Parlement. Non, c'était se donner le temps d'examiner les dossiers de ces personnes-là qui savent pertinemment que leur statut de député les rend quasiment invulnérables, parce que la levée de l'immunité, si vous voulez, elle est décidée par le Parlement. Donc dès lors qu'il y a une majorité qui se met d'accord. Mais pour revenir à la question, est-ce que on peut imaginer un scénario où le président Kais Saied rétablit le Premier ministre limogé et autorise plus tôt que prévu l'Assemblée nationale à fonctionner à nouveau, c'est-à-dire avant 30 jours, étant donné que Enarda a promis que ses partisans vont défendre la révolution. Est-ce qu'on va pas arriver à une situation où, à partir des manifestations, Enarda parvienne à forcer la main au président, à lui imposer le rétablissement de la situation anté-crise? Honnêtement, je ne le pense pas, pour plusieurs raisons. La première raison, déjà, c'est que Mechichi lui-même a publié une lettre de démission. Donc, Enarda voulait s'appuyer sur Mechichi pour demeurer au pouvoir. Et donc là, Mechichi ayant démissionné, même si on rétablit... Donc, ça fragilise Enarda. Ouais, ça les fragilise totalement. Eux, si vous voulez, la Constitution est assez compliquée, mais si Mechichi si Mechichi démissionne, c'est au président de la République, avec la Constitution en cours, si on rétablit la Constitution et le Parlement, c'est au président de la République de lui nommer un successeur. Donc Mechichi a démissionné. Il a été démis, mais en plus, il a écrit une lettre pour dire qu'il démissionne. Donc le retour de Mechichi n'est plus du tout envisageable. Et si on retourne à l'ordre constitutionnel, de toutes les façons, ça va être le président qui va soumettre au Parlement, donc choisir un futur Premier ministre. Donc ça, c'est une carte qu'ils ont perdue. L'autre carte, ils pensaient, je me permets de finir ça, ils pensaient réellement qu'ils pouvaient compter sur des soutiens de forces régionales comme le Qatar et la Turquie et des Occidentaux. Manifestement, à l'exception de la Turquie, tout le monde soutient plus ou moins du bout des lèvres, en tout cas, Kais Saied. L'idée, c'est voilà, allez-y et faites pas trop de bêtises, on vous soutient pour ces 30 jours. Merci. Et donc là, ils ont perdu leur soutien et à l'intérieur, à savoir Mechichi, et à l'extérieur, des principales puissances, les principaux partenaires de la Tunisie se sont plutôt rangés du côté du président Saied, pour l'instant. Tout à fait. Monsieur Gelassi, j'adresse finalement cette question à vous. Que vaut Enarda aujourd'hui sans Mechichi, qui a donc démissionné, avec lequel le président de l'Assemblée nationale, Ranouchi, semblait fonctionner en tandem contre le président Kais Saied? En fait, Enarda, après le passage en force du président de la République, elle a appelé ses adhérents, ses sympathisants, ses partisans à venir en masse manifester devant le Parlement. C'est même le président du parti, Rachel Ranouchi, et le président de l'Assemblée qui a fait cet appel. Il s'est dirigé lui-même à l'Assemblée quelques heures après l'annonce présidentielle, mais il a été refusé par l'armée. L'armée lui a refusé l'accès au Parlement. L'armée qui a été déployée devant le siège du Parlement. Voilà. Même à l'intérieur du Parlement, à l'intérieur de la porte extérieure du Parlement, au Bardo, près de la capitale Tunis. C'est la capitale Tunis, en fait. Donc,
Aujourd'hui, Narda, elle a changé carrément son approche. Au début, elle parlait d'un coup d'État, carrément. Rachid Ghannouchi, il parlait d'un coup d'État. Après, aujourd'hui, il y a quelques heures, elle a publié un communiqué pour appeler le président de la République à présenter une feuille de route et à entamer un dialogue national. Comment on appelle un président putschiste selon Narda à présenter une feuille de route? Donc, Narda est maintenant dans une situation. Donc, vous voulez dire que Narda est conscient de ce que il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre et du fait le rapport de force n'est plus en sa faveur, a adouci sa position. Il y a des divergences même au sein du parti lui-même. Il y a certains leaders historiques du parti qui commencent à appeler le président du parti à renoncer à cette approche et à accepter la situation telle qu'elle est. On appelle même, selon certains échos, il y a certaines voix qui appellent le président du Parlement et de Narda à carrément démissionner comme une sorte d'issue à cette crise politique qui ne fait que commencer en fait. On ne sait pas la suite. Donc Narda est aujourd'hui isolé à l'intérieur du pays, puisque même le parti qui soutient Narda, qui est partenaire de Narda, Qalb Tounes, c'est un parti moderniste entre guillemets, qui a adhéré à la position du président de la République. Merci. Donc carrément, Narda aujourd'hui, elle est isolée à l'intérieur comme à l'extérieur. Merci beaucoup, Mohamed Khalil Djelassi. On marque une dernière pause et on reviendra tout à l'heure pour voir comment il faudrait peut-être procéder pour que le pays évite davantage d'être plongé dans le chaos. Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio. Et ce soir, nous parlons de la Tunisie. S'achemine-t-on vers une nouvelle période d'incertitude après la suspension pour 30 jours de l'Assemblée nationale et le limogeage du Premier ministre par le président Kaïb Saïed? Nous en parlons ce soir avec Mohamed Larbi Awad, docteur d'État en études stratégiques des relations internationales, Mohamed Khalil Djelassi, journaliste au quotidien La Presse à Tunis, et Hatem Nafti, essayiste, auteur de La Révolution à la Restauration, où va la Tunisie? Alors, Hatem Nafti, on a écouté tout à l'heure notre confrère M. Djelassi dire que Enarda est isolé. Certains au sein du parti demandent même la démission de son président. Mais comment interprétez-vous l'appel lancé par Enarda à l'armée à l'issue de la réunion de son bureau exécutif hier? Enarda qui a salué l'institution militaire et sécuritaire a néanmoins appelé à la nécessité de la tenir à l'écart des tiraillements et des querelles politiques. Est-ce qu'il y a des craintes que l'armée s'empare du pouvoir? Non, je ne pense pas du tout. L'armée, depuis Bourguiba, a toujours été dans ses casernes. L'armée avait largement la possibilité en 2011 de prendre le pouvoir et ne l'a pas fait. Et il est très peu probable qu'elle le fasse. Alors on a ça et là d'anciens militaires qui essaient de se lancer en politique, mais pour l'instant en tout cas, ça ne marche pas du tout. Et nous avons une armée très légitimiste en Tunisie et qui n'est pas imbriquée dans la vie économique et sociale comme ça peut être le cas en Algérie ou encore en Égypte. Donc ceci est exclu. Par contre, l'armée, surtout depuis la Révolution, jouit d'une image très très positive auprès de la population. Donc personne ne veut s'aliéner l'armée. Donc ça s'explique comme ça. Après, si vous voulez, Narda, il faut savoir aussi que Narda ne connaît que le rapport de force. C'est-à-dire, là en l'occurrence, c'est le seul, entre guillemets, véritable parti politique en Tunisie. Ils sont conscients du rapport de force et ils savent, dès qu'ils sont en position de domination, ils prennent tout. Et quand ils ont besoin d'un allié pour avoir une certaine respectabilité ou quand ils sont affaiblis, ils savent toujours se repositionner par rapport à ce rapport de force. Ce qui explique aussi l'évolution de la situation. C'est-à-dire que leur premier réflexe a été, après l'annonce de Kaïb Saïed, de se dire que les chancelleries occidentales et les puissances régionales allaient plutôt les soutenir eux que le président et qu'ils auront leurs sympathisants avec eux. Dans les deux cas, ça a été relativement un échec. Il y a eu très peu, en tout cas beaucoup moins de sympathisants en armes dans la rue que de sympathisants, entre guillemets, de Kaïb Saïed, d'une part, et d'autre part, comme je l'ai déjà indiqué, à part la Turquie,
personne n'a vraiment parlé de coup d'État. Merci. Donc voilà. Donc c'est pour ça que là, ils ont compris la nouvelle donne et ils essayent de s'en sortir avec le moins de dégâts possible. C'est exactement ce qu'ils ont fait en 2013. En 2013, on était dans une situation assez similaire avec des gens qui demandaient aussi la dissolution de l'Assemblée constituante à l'époque et le départ de Nada. Et en agissant de la sorte, ils ont réussi à limiter la casse. Et donc, j'imagine que voilà, ils sont sur la même ligne aujourd'hui. Essayer de sauver ce qui peut encore l'être. Alors, docteur Awad, quand on vous écoute, oui, le président K7 a le soutien populaire de l'essentiel de la classe politique, du principal syndicat. Il est à l'abri, on vient de l'entendre, de M. Nafti, d'un éventuel coup d'État. Est-ce que, pour autant, on peut dire qu'il a un boulevard devant lui, il a désormais toutes les cartes en main et les mains libres pour pouvoir mener le pays vers le chemin qu'il souhaite afin qu'il sorte de la crise politique? Il ne peut pas travailler tout seul. Il faut que la population, il faut que le peuple tunisien soit avec lui pour mener un travail en commun. Mais la problématique doit être suivie par une feuille de route bien solide, mais aussi il faut la levée de l'immunité parlementaire pour 15 députés qui sont vraiment qui ont des dossiers très sombres. Donc on ne peut pas, il faut vraiment crever l'abcès pour que la Tunisie relève la tête. Mais comme ça, à la légère, non. Il faut essayer. Il y a le pourquoi. Vous savez que le 25 juillet, les nahdaïstes demandaient la réparation. Oui, pour les islamistes emprisonnés sous Ben Ali. Oui. Alors, ils ont donné la date 25 juillet, c'est-à-dire le jour de la fête nationale. De cette sortie, voyez. Donc, vous voyez, ils ont tout pris, ils veulent encore. C'est vraiment, il faut qu'il essaye de penser aussi à l'État, à la population, à la Tunisie. Mais je pense que même parmi eux, il y a des gens qui vont suivre le président. De votre point de vue, donc, M. Awad, en quelques mots, donc vous pensez qu'en fin de compte, cette crise aura permis au président de reprendre la main et peut-être permis aussi de l'aider à accélérer les solutions vers une sortie de crise? Oui, il y a une possibilité pour sortir de crise. Moi, je suis très confiant et optimiste pour la Tunisie. Je ne suis pas vraiment pessimiste pour la Tunisie. Merci. Parce que c'est un petit pays avec un capital très réduit, elle peut redevenir florissante. Merci. Et d'autre part, c'est surtout la santé publique. Merci beaucoup. Puisque la santé publique maintenant, elle est entre les mains de l'armée, j'ai travaillé beaucoup avec notre armée tunisienne lors de ma thèse. Parce que ma thèse était sur les frontières de la Tunisie, donc j'étais obligé de travailler avec l'armée tunisienne. On a des gens qui sont très compétents et ils ont une morale et une éthique et vraiment de gens bien et solides. Merci, docteur Awad. On va laisser. La main est propre. La main de l'armée tunisienne est propre. D'accord. On va laisser à Mohamed Khalil Djelassi une minute pour conclure. Également optimiste, M. Djelassi, sur ce que cette crise va permettre de sortir de la crise. Et en deux mots aussi, quel doit être, d'après vous, le profil du futur Premier ministre? Voilà, mon rôle en tant que journaliste, ce n'est pas d'être optimiste ou pessimiste, mais plutôt c'est de diagnostiquer la situation. Aujourd'hui, selon les dernières informations, le président de la République a reçu, il y a quelques minutes, le ministre algérien des Affaires étrangères, qui lui a transmis un message de la part du président algérien. Donc c'est un soutien de plus, c'est un soutien de taille pour le président de la République.
Pour moi, le plus urgent aujourd'hui, c'est de désigner un nouveau chef de gouvernement, parce que nous sommes carrément dans un vide maintenant. Et quel doit être son profil? Voilà. Est-ce que sera-t-il accepté par Ennahda, qui aujourd'hui a demandé l'organisation des élections? Sa priorité est plutôt là, les élections, et non la formation la désignation du Premier ministre. Au fait, Ennahda est devant le fait accompli. Elle n'a plus une marge de manœuvre assez confortable pour imposer ses choix. Le profil du nouveau chef de gouvernement doit être économique par excellence. Il doit être fort, honnête, intègre, et il doit avoir le profil économique pour gérer la situation, parce qu'aujourd'hui, la situation a affaibli la Tunisie sur le plan économique. C'est sur ce plan que la Tunisie est affaiblie aujourd'hui, notamment avec les bailleurs de fonds, le FMI, la Banque mondiale, qui sont un peu réticents face à ce qui se passe en Tunisie. Donc, il doit gérer la situation. On annonce d'ailleurs un an qui commence à... Il y a aussi l'urgence sanitaire. Voilà. Certainement. Le pays est frappé par une crise sanitaire énorme. Donc, il y a en moyenne plus de 200 morts quotidiennement, entre 150 et 200 morts. Donc, il doit y avoir un chef de gouvernement qui doit gérer la phase très très critique dans l'histoire du pays, mais qui ne doit pas conclure des compromis avec Ennahda, comme a été le cas avec Hichem El-Meshishi, qui a été désigné, puis qui a mis la main dans la main d'Ennahda. Retourner un peu contre le président Kais Saïed par Ennahda. Merci beaucoup Mohamed Khalil Djelassi, journaliste au quotidien francophone La Presse à Tunis. Merci au docteur Mohamed Larbi Awad, docteur d'État en études stratégiques des relations internationales, auteur du livre Habib Bourguiba, le combattant suprême, à Paris. Merci également à Atem Nafti, essayiste et auteur de La Révolution à la Restauration, où va la Tunisie, ici en France. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonsoir.